Bonjour à tous, c'est Savoir Partager, l'émission de l'IRD et de Synapse Télévision. Aujourd'hui, notre invité, c'est Pascal Chabannet. Pascal Chabannet, vous êtes docteur en environnement marin. On peut dire que votre travail, c'est les récifs coralliens. Vous êtes spécialiste des récifs coralliens. Vous êtes aujourd'hui chercheuse à l'IRD, vous avez été universitaire à La Réunion et vous êtes spécialiste de ces coraux très importants du point de vue de l'écologie des poissons récifaux. Et vous intervenez beaucoup sur des barrières qui sont dans le Pacifique. Vous vous êtes intéressé à l'océan Indien. On peut dire que beaucoup d'étendues d'eau vous ont attiré, qu'il y a 572 000 km² de superficie de corail. C'est un petit peu en dessous de la superficie de la France, ce qui signifie quand même qu'il y a beaucoup de récifs coralliens qui sont de genres très différents. Alors là, on en a un. Peut-être vous pouvez nous expliquer peut-être comment il est ce récif corallien, parce que vous m'avez expliqué que c'était quelque chose d'un petit peu original. Tous ne sont pas du tout comme celui-là. Tout à fait. D'abord, ça, c'est pas un récif corallien. Ça, c'est une colonie corallienne. C'est une colonie corallienne. Donc ça, c'est à la base du récif corallien. C'est ce qui construit le récif corallien. Donc là, on voit une colonie qui est branchue, en fait. Donc il y a des très grandes diversités de formes. Il y a des coraux branchus, des coraux massifs, des coraux tabulaires. Et donc là, c'est le squelette que laisse l'animal à sa mort. Donc ce qui est la particularité du corail constructeur de récif, c'est qu'il vit en association avec des algues qui lui donnent la force de construire ce squelette de calcaire. Voilà. Donc là, par exemple, est-ce que vous voyez où se trouve la petite bête? Le polype se trouve où? Alors le polype, c'est ça, c'est l'intérieur. C'est à l'intérieur, voilà. Oui. Donc ça, c'est le squelette, c'est la maison du polype, mais là, comme le corail est mort, donc il n'y a plus d'animaux à l'intérieur. Alors en fait, le corail, c'est un animal très, très primitif, parce que c'est un polype donc, de quelques millimètres qui comprend un corps qui est muni de tentacules, et en fait, il n'y a qu'un seul orifice, qui est à la fois bouche et anus, et en fait, il héberge intérieurement cette algue unicellulaire qui s'appelle la zooxanthelle et qui est indispensable à la survie et qui lui donne la couleur. Alors peut-être vous pouvez préciser, parce qu'on a tous en tête le corail dont sont faits les colliers, on pense corail rouge ou corail rose ou corail blanc. Or, vous m'avez expliqué qu'il y a diverses couleurs et ce n'est pas tout à fait la même chose, le corail des colliers et le corail des récifs. Donc ça, ici, on parle du corail constructeur de récifs. Donc, le polype dont on a parlé tout à l'heure vit avec ces petites algues. Donc là, il y en a vraiment des milliers. Sur un polype, il y a des milliers de zooxanthelles, ce sont les algues unicellulaires. Et c'est très particulier au corail constructeur de récifs. Sinon, il y a du corail rouge, du corail noir, il y a des coraux mous, il y a des anémones, etc. Tout ça fait partie de la grande famille de ce qu'on appelle des cnidaires. C'est un peu l'embranchement des cnidaires. Mais le corail constructeur de récifs, on va le trouver uniquement dans les zones tropicales, dans les eaux qui sont comprises en gros entre 20 et 30 degrés. Donc il ne faut pas confondre le corail rouge, le corail noir, le corail constructeur de récifs. Là, on est vraiment sur les récifs coralliens. Alors sur les récifs coralliens, vous avez dit entre 20 et 30 degrés. Si on descend en dessous, le corail peut disparaître. Et si on est au-dessus des 30 degrés, de la même façon, il meurt. Voilà, tout à fait. Donc cette question de la température est une question absolument décisive. Très importante. En fait, au-dessous de 20 degrés, on ne trouve pas de coraux constructeurs de récifs. Ils ne se développent pas, tout simplement. Donc à l'heure actuelle, il se pose le problème que le climat se réchauffe de plus en plus. Et donc il y a des problèmes de réchauffement des températures des eaux de surface. Et si les eaux restent supérieures, on va dire, à 30 degrés en moyenne pendant plusieurs semaines, à ce moment-là, il y a donc ce qu'on n'a pas précisé, c'est que l'animal, le polype, vit donc en association avec ses algues et c'est une association obligatoire, c'est ce qu'on appelle une symbiose. Et si il y a une perturbation des eaux trop chaudes ou de la pollution, etc., le polype va expulser ces petites algues, donc il y en a vraiment des milliers dans l'animal. Ces petites algues qui donnent la couleur au polype, et donc on va avoir ce qu'on appelle des phénomènes de blanchissement massif, blanchissement corallien. Et c'est un des gros problèmes qu'on trouve à l'heure actuelle à la surface de la planète, c'est qu'il y a vraiment des étendues énormes de récifs coralliens qui sont soumises donc à ces réchauffements de température. Et qui donc sont à terme amenés à disparaître. Oui, donc c'est vrai que c'est un des grands dangers actuels et c'est la question qu'on se pose, est-ce que les récifs coralliens, on en aura toujours dans 50 ans? Alors les récifs coralliens, c'est très important aussi à cause de la biodiversité, on va y revenir, mais il y a un point quand même d'abord à traiter qui est la reproduction. Et il y a deux types de reproduction, il y a une reproduction sexuée et une reproduction asexuée. Alors peut-être vous pouvez nous expliquer comment ces deux types de reproduction fonctionnent. Donc c'est vrai que d'abord c'est quand même particulier d'avoir deux types de reproduction, donc ça montre que ce sont quand même des animaux qui sont très primitifs. Tout à l'heure on parlait juste d'un orifice qui faisait le bouche et l'anus en fait, donc ça c'est vraiment parmi les premiers organismes qui sont apparus à la surface de la Terre.
Donc, reproduction asexuée, c'est le principal mode de reproduction du corail. Donc, c'est comment se construit par exemple cette colonie. À la base, vous avez un polype qui va se diviser au cours du temps. Donc, on va avoir des phénomènes de bourgeonnement pour donner naissance à cette colonie corallienne. Donc, ça, c'est via la reproduction asexuée. Par contre, il y a la reproduction sexuée aussi. Donc, les polypes sont capables de pondre des œufs, d'émettre des œufs. Et ces œufs, en fait, vont permettre aux colonies coralliennes de conquérir des nouveaux espaces. C'est ce qui permet un peu à la dispersion, en fait, du corail via la reproduction sexuée. Voilà, en fait, c'est les deux grands types de reproduction qu'on trouve chez le corail. Pascal Chabannet, on peut dire que ce petit organisme qui construit d'énormes récifs de calcaire, qui sont un lieu de vie pour énormément d'espèces de poissons. Alors là, on voit d'ailleurs ces espèces de poissons sur les écrans derrière nous. Ce qu'on peut dire, c'est que ces espèces de poissons, elles sont d'autant plus diversifiées qu'elles peuvent se cacher dans des aspects très, très nombreux du récif corallien. Et qu'en fait, si le récif corallien est compliqué, on a encore plus d'espèces. Donc maintenir le récif corallien, c'est capital pour la diversité halieutique. Tout à fait. Donc, en fait, un récif corallien, donc je vous parlais tout à l'heure de différentes colonies, massives, branchues, tabulaires, etc. Ça permet en fait un habitat qui est extrêmement diversifié. Donc, ça permet à beaucoup d'espèces à cohabiter ensemble, parce que plus un habitat est riche, plus les espèces peuvent vivre ensemble. Et donc, sur les récifs coralliens, c'est vraiment le milieu marin, l'écosystème marin, où on trouve cette biodiversité la plus importante. Donc, la cohabitation entre des milliers d'espèces qui peuvent vivre ensemble. Alors j'ai compris qu'il y avait un poisson qui était très désireux de manger ces récifs coralliens, qui était le papillon. Vous m'avez dit que c'était pas dangereux, ce poisson papillon. Ouais. Enfin, ça l'est quand même un peu, si j'ai bien compris. Et en revanche, il y a quelque chose qui est beaucoup plus dangereux, qui est l'étoile de mer épineuse. Et alors cette étoile de mer épineuse, éventuellement, fait disparaître des récifs coralliens. Et là, il faut s'en méfier beaucoup. Mais comment vous faites pour les arracher, là ? Alors, il y a deux choses. D'abord, se dire que dans un écosystème, les étoiles de mer épineuses, elles existent. Donc, c'est pas dangereux pour l'écosystème corallien. Ce qui est dangereux, c'est les proliférations. Quand elles se mettent à proliférer, et ces étoiles de mer sont capables d'ingérer des quantités énormes de polypes. Donc, elles passent sur les colonies et puis avec leur estomac, leur bouche, elles avalent donc les polypes des coraux. Donc, c'est vrai que ça a posé de gros problèmes à la surface de la planète, notamment sur la Grande Barrière de Corail. Je crois que c'était en 83 ou en 80. Enfin, il y a plusieurs épidémies, en fait, des proliférations. Donc là, c'est dangereux. Mais sinon, en période normale, si vous tombez sur une acanthastère, donc c'est le nom de l'étoile de mer, c'est pas plus dangereux que ça. Donc ce qu'on peut faire, s'il y a une prolifération, des fois des associations se regroupent et puis le week-end, on va tous plonger et puis on essaye de les enlever en fait du milieu en faisant attention. Parce que si à la main on l'enlève, en fait, c'est dangereux, ça pique, donc il faut l'enlever avec un couteau, il faut avoir des gants et il faut surtout faire attention parce que si on coupe un bras, par exemple, de cette étoile de mer, elle peut, si on ne l'enlève pas tout entière, elle peut se reconstituer. Si elles ont un bras en moins, elle se reconstitue. Donc il faut vraiment être très vigilant quand on fait ce genre d'opération de prélever tout l'animal, quoi. Alors pour parler de ces récifs coralliens, vous aimez l'expression forêt tropicale des mers. Oui, tout à fait. Ouais, est-ce que cette expression rend bien compte d'une forêt qui permet au fond à toutes les espèces d'être abritées ? Exactement, en fait, c'est vrai c'est vrai que c'est une expression que j'emploie souvent qui est assez parlante, en fait. Le corail est au poisson ce que la forêt est à l'oiseau. C'est vraiment une mini-forêt tropicale à l'intérieur duquel on a des poissons, des crustacés, des petits échinodermes. On a des tas d'organismes qui arrivent à vivre dans ces forêts tropicales. Et donc c'est la notion d'habitat qui est fondamentale pour moi. Il faut absolument qu'il y ait cet habitat qui soit diversifié pour avoir la cohabitation de toutes ces espèces ensemble. Et donc, on ne peut pas protéger les poissons sans protéger à la base le corail. Donc ça, c'est vraiment une notion importante. Ce n'est pas parce qu'on ne pêche pas sur un endroit que le récif corallien est protégé. En fait, on protégera les poissons si on protège à la base le corail. Alors vous protégez aussi les récifs coralliens d'éventuelles dessalures, dans la mesure où il y a des problèmes à la sortie des rivières ou à la sortie des fleuves, parce que là on a de l'eau douce, et donc il faut, avec l'eau douce, à terme ça détruit le corail. Alors, s'il y a une dessalure de la mer. Et c'est la même chose pour la photosynthèse, comme il faut que la photosynthèse puisse se faire, si j'ai bien compris, il ne faut pas que le corail aille trop profond ou qu'il y ait trop d'eau. Si éventuellement il y a eu des précipitations importantes, s'il y a trop d'eau, il n'y a plus de photosynthèse, et le corail là aussi risque de mourir. D'abord, je voulais préciser, je ne protège pas le corail des dessalures. Il se protège tout seul des dessalures. En fait, vous n'arrangez pas pour détourner éventuellement de l'eau douce? Non, on ne fait pas ce genre d'opération. En fait, ce qu'il y a, c'est que
Très souvent, quand vous avez une barrière de corail, vous avez des passes, elles sont incernées par des passes. D'ailleurs, c'est par là que sortent les bateaux quand on sort de l'autre côté de la barrière. Donc en fait, ces passes représentent souvent, en face d'une passe, vous avez une rivière qui existe, donc il y a des sorties d'eau douce assez régulières, ce qui fait que le corail ne s'installe pas à cet endroit. Donc en fait, il se protège tout seul face aux dessalures, il ne s'installe pas là où il y a de l'eau douce. Ensuite, là, vous parliez du problème de la photosynthèse. Donc, c'est sûr que je pense que c'est important d'avoir cette idée, cette notion que le corail vit avec un végétal, donc il a besoin de lumière. Donc dès qu'il y a des problèmes, par exemple, de trop forte érosion, de terre qui est charriée, par exemple, sur un récif corallien, donc il y aura des particules en suspension dans l'eau, et ça va couper le soleil, donc il y aura de moins en moins de photosynthèse, et au bout du compte, le corail finira aussi par mourir. Donc c'est vrai que il faut d'une part éviter les zones de turbidité, et puis aussi, vous parliez de la profondeur, c'est clair que les coraux, on en trouve en gros dans les 20-30 premiers mètres, et au-delà de 50 mètres, il n'y a plus de corail. Donc quand vous parlez du réchauffement climatique, c'est vrai que ça peut être un problème avec l'augmentation du niveau marin. Le corail, il faut qu'il grandisse en fait à la même hauteur. On va revenir au réchauffement climatique. Et justement, vous avez au fond un métier qui consiste non seulement à chercher ce que sont ces massifs coralliens, mais en même temps, au fond, à empêcher que ces massifs coralliens disparaissent, parce que vous êtes attaché à la biodiversité, justement cette biodiversité des poissons et à cette existence du corail. Or, le corail peut aussi disparaître tout simplement du fait de la pollution, ou du fait qu'il soit arraché, pris, piétiné par des gens qui ne savent pas ce que c'est. Donc vous passez du temps à expliquer à des enfants, et aussi à sensibiliser des enfants, mais aussi à sensibiliser des adultes, pour qu'ils comprennent l'intérêt qu'il y a à protéger les massifs coralliens. Tout à fait, donc ça fait partie aussi. Dès que je peux, dès que j'ai un petit moment, c'est vrai que je parle beaucoup, j'aime bien parler des récifs coralliens, donc aux enfants en particulier dans le cadre des écoles, mais aussi quand je vois des touristes qui sont... c'est vrai que les gens en fait manquent de connaissances vis-à-vis de qu'est-ce que c'est qu'un corail, est-ce que c'est un animal ou pas. Donc les gens pensent toujours que c'est des cailloux, donc quand on va sur le récif, à La Réunion, je vois c'est un récif qui est très fréquenté, on marche dessus, c'est pas grave, parce que c'est un caillou. Donc c'est vrai pour moi, il y a un gros effort de sensibilisation. Si on veut protéger un milieu, il faut le comprendre un peu, et il faut le faire aimer. C'est vrai que moi, je passe une grande partie de mon temps à essayer de faire partager ce que je sais, et puis surtout on ne peut pas protéger si on ne comprend pas comment quelque chose, enfin à mon avis, donc voilà. Donc mais surtout quand on vous suit, puisque moi j'ai vu quelques-uns des films que vous avez faits, quand on vous suit, on voit que vous passez du temps à observer. En fait, une grande partie de votre recherche, c'est d'abord de l'observation. Tout à fait, d'observation des massifs coralliens. Et donc, cette observation, petit à petit, vous essayez de la faire sans la troubler du fait de votre intervention à vous. Et vous avez eu l'idée d'avoir, et c'est ce que vous faites en ce moment, je crois, d'avoir des caméras sous l'eau qui vous permettent éventuellement d'avoir une évolution de ce massif corallien indépendamment de votre présence. Voilà, tout à fait. Donc en fait, je travaille moi sur les poissons qui sont associés au récif corallien. Donc on a des méthodes classiques. D'abord se dire que les poissons qui sont associés au récif, ce sont des poissons qui sont sédentaires. Donc on peut les compter, parce que c'est vrai qu'on peut se dire, compter les poissons, ça bouge. Il y a des méthodes quand même qui sont connues et reconnues. Donc avec une petite plaquette et un crayon noir, le long d'un ruban gradué qu'on déroule sur le sol. En gros, on va dire 50 mètres de long sur 1 mètre de large de chaque côté. 50 mètres sur 2 mètres, c'est une surface de 100 mètres carrés. Donc là-dessus, on compte les espèces qu'on voit, le nombre d'individus, etc. Mais le problème, quand on fait ces observations visuelles, c'est qu'on induit un biais, déjà l'observateur. C'est pas naturel qu'on soit dans le milieu. Et puis il y a aussi d'autres biais qui sont liés à l'ensoleillement, à la houle. On remarque des choses que les poissons ont une certaine variabilité en fonction des facteurs de l'environnement. Donc du coup, dans le cadre d'un programme de recherche qui s'appelle Interface, on a installé en fait, on a mis au point déjà une caméra qui est installée en poste fixe, qui filme donc une colonie corallienne avec ces poissons qui sont associés. Donc toutes les 2 heures, vous avez 2 minutes de film. Donc il y a un petit programmateur qui commande tout ça. Et ce qui nous permet un petit peu de quantifier les biais qui sont associés avec... les biais nous, on a obligatoirement un impact quand on compte les poissons. Et là, la caméra filme exactement ce que le milieu sans l'intervention de l'homme. Donc c'est vrai que c'est une petite
Expérience qui est très intéressante, hein, qui nous apprend beaucoup de choses. Et surtout, l'intérêt, c'est de combiner la variabilité des populations de poissons avec les facteurs de l'environnement. Quel intérêt de compter les poissons ? Compter les poissons, c'est important parce qu'on parle de dégradation de récifs. Alors on dit, il y a moins de poissons. Alors qu'est-ce que ça veut dire moins de poissons ? Si on veut avoir un impact, ne serait-ce qu'au niveau des politiques, pour qu'il y ait des lois qui soient appliquées, il faut dire, là, il y a tant d'espèces au mètre carré. Il y a une notion qui est très importante dans les endroits où il y a beaucoup de pêche, c'est la notion de biomasse. Le poids de matière vivante sur la fameuse surface, donc je vous disais 100 mètres carrés par exemple. C'est-à-dire que dans les endroits très pêchés, les poissons deviennent de plus en plus petits parce qu'ils n'ont pas le temps de grandir. Donc on va avoir une biomasse qui est très faible. Par contre, dans les endroits, par exemple, dans les îles Éparses, on a des biomasses qui sont très importantes. Alors, vous parlez beaucoup des îles Éparses, parce que vous avez été très heureuse d'aller dans ces îles Éparses, parce que là, au fond, il n'y a pas de pollution humaine, il n'y a pas de surpêche. En fait, on est dans un milieu qui n'est pas trop abîmé par la civilisation. Hein ? Ça, c'est clair qu'on est dans les endroits où il n'y a que des militaires. Où c'est exactement les îles Éparses ? Les îles Éparses se trouvent dans l'océan Indien, entre Madagascar et l'Afrique. Donc c'est des petites îles françaises, il y en a 5 en tout. Et donc l'avantage pour nous scientifiques, c'est des îles interdites d'accès, gardées par une quinzaine de militaires. Donc pour nous, en tant que scientifiques, d'aller dans les endroits où il n'y a pas de pression humaine directe, je précise directe parce qu'en fait, il y a une pression humaine quand même via le changement climatique notamment, c'est extrêmement intéressant d'étudier l'écosystème corallien non soumis à la pression humaine. Alors vous avez un grand plaisir parce qu'il y a du sable blanc. Vous avez un grand plaisir parce qu'il y a du sable blanc. Ouais. Vous m'avez expliqué qu'en fait le sable blanc, ce sont ces massifs. Tout à fait, c'est l'érosion en fait. Voilà. Ça, au cours du temps, ce corail sera roulé par les vagues, il va s'effriter et puis après au bout on aura ces fameuses plages de sable blanc. Voilà. Ouais. D'accord. Alors, dans ces îles Éparses, en fait, ce que vous faites, c'est que vous pouvez très très bien observer, au fond, sans risque de confusion avec telle ou telle intervention humaine directe. Donc c'est très intéressant pour étudier le réchauffement climatique. Alors, vous avez des collègues qui nous permettent de savoir ce qu'il en était autrefois. Et vous avez des carottes qui permettent de savoir quel était le passé de ces récifs coralliens. Alors ça, c'est aussi très très intéressant parce qu'on se rend compte de l'évolution, et surtout de l'évolution à un moment où les auteurs du réchauffement de la planète, en l'occurrence nous tous, n'étaient pas aussi agressifs qu'ils le sont aujourd'hui. Tout à fait. En fait, ces carottes, c'est un peu des archives où on arrive à remonter le temps et à lire donc à telle période on avait telle température, donc on arrive vraiment à retrouver les paramètres de l'environnement à travers l'étude de ces carottes. Et à savoir la quantité de corail qu'il y avait à cette époque ? Pas la quantité obligatoirement, mais les conditions dans lesquelles le corail se développait. Et donc peut-être les raisons pour lesquelles il ne se développe plus. Voilà, éventuellement. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Alors justement, la raison essentielle, c'est le réchauffement climatique. Alors peut-être on pourrait essayer de comprendre pourquoi le réchauffement climatique joue un tel rôle. Vous m'avez expliqué que la température, c'était fondamental pour le corail. On n'atteint quand même pas toujours des températures de l'eau supérieures à 30 degrés. Alors pourquoi est-ce que le réchauffement climatique est quand même tout à fait dangereux pour les massifs coralliens ? Donc avant de parler de réchauffement climatique, je voudrais juste préciser quelque chose. À l'heure actuelle, le danger pour le corail, c'est essentiellement l'homme. C'est vraiment, on n'est pas encore. Ça donc commence c'est pas le réchauffement climatique. On commence à sentir un peu les premiers signes de ce réchauffement climatique sur les coraux, mais vraiment à l'heure actuelle, c'est l'urbanisation, c'est tout ce qui est lié au développement des zones littorales, les zones côtières, auxquelles le corail. Et les gens qui marchent dessus. Voilà. En gros, les coraux sont associés à ces zones littorales, côtières, parce qu'ils ont besoin de lumière, donc ils se développent vraiment sur les bordures. Donc ça, c'est l'impact numéro 1, c'est l'homme. Donc c'est vrai qu'à l'heure actuelle, le réchauffement climatique, on le sent de plus en plus. Donc les températures, c'est vrai qu'on a de plus en plus souvent quand même des températures qui deviennent élevées. C'est dangereux via ces températures et c'est dangereux aussi parce qu'on a une augmentation du gaz carbonique dans l'atmosphère. Et donc, ce gaz carbonique va aussi se dissoudre dans l'eau de mer. Donc on va avoir une augmentation de ce CO2, donc une diminution du pH. Donc je sais, c'est des notions un petit peu... Mais en tout cas, ce qui se passe au bout du compte, c'est que le corail qui a besoin de carbonate, donc le carbonate, c'est l'association du CO2 avec les molécules d'eau de mer, il y en aura avec cette augmentation de ce CO2. C'est un peu étrange, mais il y en aura de moins en moins de disponibles pour le polype.
Donc en gros, le polype pourra capter de moins en moins de carbonate présent dans l'eau de mer, et ce carbonate, c'est une sorte de petite brique moléculaire qui permet au corail de construire son squelette calcaire. Donc ça, c'est un autre second impact du réchauffement climatique, c'est ce problème qui est quand même assez grave, qui risque de se présenter dans les années à venir. Qu'en fait, El Niño, par exemple, en 96, c'est un phénomène climatique donc terrible, dont on a tous entendu parler, avait eu pour conséquence la disparition de 16% des massifs coralliens. Donc c'est 98, où il y a eu un Niño très très fort en 98 et qui a eu un impact très fort sur les récifs du Pacifique et aussi dans l'océan Indien. Et donc c'est surtout dans la zone qui est autour de l'équateur. Par exemple, dans l'océan Indien, donc dans les îles Éparses, aux Comores, aux Seychelles, aux Maldives, etc., il y a eu un blanchissement massif de... Et donc là, c'est vrai que c'est des l'absence phénomènes... de carbonate, finalement. Non, c'est autre chose, ça. Ah bon. C'est en fait le corail qui meurt. Oui. Et donc, il y a... Il meurt pourquoi ? Parce que l'eau est trop chaude, il va expulser ses eaux xanthelles et donc au bout d'un moment il pourra pas. En fait, il arrive un peu c'est un carnivore, un animal carnivore qui arrive à survivre pendant quelques jours, mais il a vraiment besoin de cette association avec les algues. Donc en fait, ce qui était dangereux, c'est que quand ça se passe à des échelles très grandes, vous n'avez plus la possibilité de. C'est-à-dire que le corail ne peut plus se reproduire, il est mort donc reproduction asexuée finie, et via aussi la reproduction asexuée, la ponte des œufs. Il n'y aura plus cette possibilité de recoloniser des espaces parce qu'il y a des étendues énormes de corail qui sont endommagées. Monsieur Chabannet, alors vous êtes aussi engagé pour le récif corallien de Nouvelle-Calédonie, qui a été reconnu comme élément du patrimoine de l'humanité. C'est quand même une très grande victoire que vous avez obtenue. Ouais. Alors dites-moi seulement dans quelles conditions vous l'avez obtenue, et comme je crois que c'est le seul massif qui fait partie du patrimoine de l'humanité, qui est considéré comme tel, ça a beaucoup de sens pour la France. Alors c'est le seul en français, mais en fait il y a la Grande Barrière de Corail en Australie qui est aussi inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. Donc en fait en Nouvelle-Calédonie c'est une histoire qui a duré très longtemps, hein, ça depuis 10 ans en fait qu'ils essayaient de... quand je dis ils, c'est toute la population, les politiques, les associations, les scientifiques, etc. C'est vraiment un travail collectif. Et donc c'est vrai que ça date du mois de juillet. Moi quand j'ai passé 4 ans, je me suis beaucoup investie aussi dans ce patrimoine mondial pour essayer de faire reconnaître ces récifs coralliens. Donc ça date du mois de juillet, donc c'est vraiment une reconnaissance, c'est une sorte d'ouverture en fait, c'est un label et c'est surtout que maintenant il y a toute la... C'est une fenêtre ouverte, en fait, il y a le monde entier qui a un œil sur ces récifs coralliens. Donc, c'est un patrimoine mondial, ça appartient à l'humanité. Donc, du coup, la Nouvelle-Calédonie et la France en particulier, en fait, se doivent de tout mettre en œuvre pour que ces récifs soient transmis en l'état aux générations futures. Donc, c'est un devoir. Et là, il y a l'humanité qui regarde ce récif, quoi. Pascal Chabannet, finalement, aujourd'hui, compte tenu du travail que vous avez fait, qui est considérable, quelle est votre perspective avec vos petites caméras là, qui filment 2 minutes toutes les 2 heures? Qu'est-ce que vous voulez démontrer du point de vue de l'évolution des massifs coralliens? Ce que je veux, en fait, on ne travaille pas vraiment sur l'évolution, c'est déjà d'essayer de comprendre l'état actuel, comment les récifs coralliens fonctionnent et comment ces populations... Vous savez déjà tout? Non, on ne sait pas tout. Ah, c'est très compliqué. Alors, qu'est-ce que vous ne savez pas? Ouf. Je sais ce que je ne sais pas, il y a beaucoup de choses en fait. C'est vrai que votre question, il y a tellement de choses qu'on ne sait pas. Déjà, quantifier exactement le biais quand on fait des observations visuelles, quelle est la part du biais due à la présence de l'homme. Et donc c'est ce qu'on essaie de chiffrer via ces petites caméras installées. C'est très compliqué l'écosystème corallien. Comme je vous dis, plus il y a d'espèces, plus il y a d'espèces qui interfèrent entre elles, Enfin, c'est pas, à la limite, c'est plus simple de travailler dans une prairie, je dirais, que de travailler sur un récif corallien, parce qu'il y a donc cette biodiversité qui est très importante. Donc, ce qu'on essaye de démontrer, c'est déjà de comprendre ce qui se passe à l'heure actuelle sur le récif. Et puis, c'est vrai qu'on peut faire des prévisions. Par exemple, en Calédonie, j'ai travaillé en relation avec l'installation de la mine de nickel dans le nord, donc essayer de faire le point zéro et essayer de modéliser l'évolution du récif corallien quand il y aura la population qui va augmenter. Donc en gros, on sait ce qu'il y a sous l'eau, on sait le nombre d'habitants qui est à l'heure actuelle dans cette zone, la population qui va doubler voire tripler. Donc on peut, prélèvements qui seront donc plus conséquents sur le récif, essayer de modéliser l'évolution de ce système. Donc on travaille vraiment à plusieurs échelles. Enfin, moi j'essaye de comprendre ce qui se passe, modéliser peut-être le futur aussi, et puis surtout essayer de partager un petit peu, comme on parlait tout à l'heure, d'essayer de partager
Je ne sais pas si c'est la question exactement que vous m'avez posée, mais partager ma passion et mon amour de ces récifs. On peut dire que plus il y aura de gens qui comprendront qu'il ne faut pas détruire les récifs coralliens, plus ils se maintiendront. Tout à fait. Ouais. Et je pense que chacun est important dans cette histoire, qu'on a tous un rôle à jouer et je pense qu'il faut en être conscient. Merci, Pascal. Je vous remercie.